Ce qui est fascinant avec l'électricité, c'est qu'elle a d'abord été un spectacle avant d'être une science. Une étincelle jaillissant d'une surface frottée ou le choc ressenti au contact d'une anguille électrique. Tout semblait brutal, capricieux, indomptable. Pourtant, derrière ce chaos apparent, les mathématiques dessinent des lignes droites. Une simple différence de potentiel suffit à organiser ce qui paraît désordonné, comme si le monde microscopique acceptait soudain de suivre des instructions écrites à la craie sur un tableau. Mais très vite, une question émerge. Peut-on ne pas seulement observer cette force, mais la contrôler, la guider, la stocker, la transporter? À partir du moment où l'on comprend qu'un fil n'est pas un simple tube à électrons, qu'il forme un système où tout influence tout, l'électricité cesse d'être un phénomène pour devenir un outil. Et un outil n'existe vraiment que lorsqu'il peut être placé où l'on veut, quand on veut. Partons donc pour un voyage à travers l'histoire, à la rencontre de ces scientifiques qui, en écoutant la nature, ont su dompter les mystères de l'électricité. 1. La maîtrise de l'électricité. Au début du XVIIIe siècle, Francis Hauksbee développe un générateur électrostatique capable de produire des étincelles en frottant un morceau de tissu contre une sphère en verre en rotation. Cet appareil permet d'observer les phénomènes électriques de manière répétable et contrôlée pour la première fois. En effet, une sphère en verre tourne vite. Elle est lisse et isolante, donc les charges électriques peuvent s'accumuler dessus. Le tissu frotte la sphère, ce qui arrache des électrons au verre ou lui en donne, dépendamment du matériau. Quand la différence de potentiel est assez grande, l'air entre le tissu et la sphère devient conducteur. Les électrons traversent l'air en décharge électrique, faisant apparaître une petite étincelle. Ce générateur ouvre la voie à l'étude expérimentale de l'électricité, qui jusque-là restait un domaine plus curieux qu'expérimental. La bouteille de Leyde est l'un des premiers dispositifs capables de stocker l'électricité, inventé par Peter van Musschenbroek et Ewald von Kleist, presque simultanément. Elle consiste en un récipient isolant entouré de feuilles métalliques capables d'accumuler une charge électrique. Lorsque la bouteille de Leyde est chargée, on observe une accumulation de charge négative à l'intérieur et un manque de charge négative à l'extérieur. Cela crée un fort potentiel électrique, qui se libère dans le bâton de décharge lorsque celui-ci entre en contact avec la bouteille. Cette invention marque la naissance du concept de condensateur et permet aux scientifiques de manipuler l'électricité avec plus de précision. Alessandro Volta invente la première pile électrique en 1800, composée d'une succession de disques de cuivre et de zinc, séparés par du tissu imbibé d'eau salée. Cette pile fournit un courant continu stable et prévisible, révolutionnant les expériences électriques et ouvrant la voie aux applications industrielles de l'électricité. On peut assimiler la pile de Volta à une succession de compartiments composés d'une demi-pile de cuivre et une de zinc, les deux séparés par une membrane salée pour assurer la neutralité des solutions. Chaque compartiment fonctionne comme on peut le voir sur l'animation. Et ensemble, ils décuplent l'énergie apportée. Grâce à cette invention, l'électricité cesse d'être uniquement un phénomène ponctuel et devient alors une source d'énergie exploitable. Humphrey Davy découvre l'arc électrique en faisant passer un courant intense entre deux électrodes de charbon. L'arc produit une lumière extrêmement brillante et permet de faire fondre certains métaux réfractaires. Cette découverte illustre le potentiel énergétique de l'électricité et annonce des applications industrielles et scientifiques majeures, notamment dans l'éclairage et la métallurgie. 2. L'induction électromagnétique. En 1820, Ørsted, physicien danois, montre que la circulation d'un courant électrique dans un fil conducteur dévie l'aiguille d'une boussole et a donc un effet magnétique. Ici, un mouvement d'électrons dans le fil est généré par la pile, créant un champ magnétique. La boussole s'oriente alors différemment, dépendamment de sa position dans le champ.
Si le courant généré est alternatif, d'ailleurs on reparlera tout à l'heure de ce type de courant, le champ magnétique est variable. À chaque période, la boussole change d'orientation. De fait, ce courant alternatif permet de transformer l'énergie électrique fournie par la pile en énergie cinétique de la boussole. La rotation de l'aiguille de la boussole semblera même moins hachée si on augmente la fréquence du courant alternatif. Nous venons d'assister au phénomène d'induction électromagnétique, découvert en 1831 par Faraday. Cette avancée a permis à Maxwell, physicien écossais, de construire une théorie reliant l'électricité au magnétisme, vers 1865, à l'origine de ces fameuses équations. Initialement, il en établit 20 lois mathématiques à 20 inconnues. Elles seront par la suite retaillées par Heaviside pour aboutir en 1884 aux 4 équations de Maxwell, bien connues aujourd'hui. 3. La guerre des courants. L'homme a toujours cherché à s'éclairer lorsqu'il faisait nuit. Au XIXe siècle, après de multiples innovations dans le domaine, apparaît la lampe à pétrole. Elle utilise cette nouvelle forme de combustible pour enluminer les rues publiques. Le courant électrique continu, soutenu par Edison, fut le premier type de courant utilisé pour l'éclairage domestique. En 1879, Thomas Edison invente la lampe à incandescence et en permet rapidement la distribution auprès du public. Il parvient même, en 1882, à alimenter en éclairage une banque d'affaires du quartier de Wall Street à New York, une première historique. Cependant, le courant continu présente une limite majeure liée à l'effet Joule. Dans ce type de distribution, la tension et l'intensité sont directement liées. Pour fournir suffisamment d'énergie aux habitations, il fallait transporter du courant à relativement haute tension, ce qui impliquait une intensité tout aussi élevée. Or, une forte intensité accroît considérablement les pertes thermiques par effet Joule. Par conséquent, les habitations devaient se trouver à proximité des centrales pour limiter ces pertes et recevoir une tension suffisante, ce qui réduisait fortement la portée du réseau électrique. À partir de 1896, l'essor du courant alternatif marque une étape décisive dans l'électrification industrielle, notamment grâce à la mise en service de grandes lignes de transport à longue distance. Ce choix technologique, porté par les travaux de Tesla et Westinghouse, permet d'élever la tension, de réduire les pertes et de rendre viable l'alimentation électrique de vastes territoires. Cet événement ouvre la voie à un développement massif des réseaux électriques, transformant durablement la production, la distribution et l'usage de l'électricité dans l'industrie et les foyers. 4. La production de courant alternatif. Comme brièvement évoqué tout à l'heure, le courant alternatif est un mouvement oscillant de porteurs de charge. Le courant obtenu varie au cours du temps, suivant une sinusoïde, contrairement au courant continu qui suggère une intensité généralement constante, ou du moins qui n'oscille pas. Comme on peut le voir sur l'animation, on peut facilement produire du courant alternatif à partir d'un champ magnétique variable. Alors, pour faire varier le champ magnétique, on revient au principe d'induction électromagnétique, mais cette fois-ci en optimisant l'idée. Il suffit alors de mettre en rotation l'un par rapport à l'autre un aimant et une bobine pour que le champ magnétique, selon le référentiel de la bobine, soit variable, produisant un courant alternatif. Ici, par ce principe, lorsque le débit d'eau met l'aimant en rotation, on obtient du courant. C'est une transformation de l'énergie cinétique de l'eau en énergie électrique, soit un alternateur. Cette longue histoire de l'électricité a aujourd'hui donné naissance à de nombreuses innovations qui sont utilisées dans l'industrie. Par exemple, le turbo-alternateur est un dispositif transformant l'énergie mécanique de rotation d'une turbine en énergie électrique via un alternateur qui, comme nous l'avons vu, repose sur le principe d'induction électromagnétique. La partie fixe est appelée stator. Elle est fixe par rapport au référentiel terrestre, mais ça peut être la bobine ou l'aimant. La partie mobile, elle, est appelée rotor, et les mobiles
Par rapport au référentiel terrestre, si la partie fixe soit le stator et la bobine, alors la partie mobile, soit le rotor, sera l'aimant, et si la partie fixe, le stator, est l'aimant, alors la partie mobile, le rotor, sera la bobine. Et pour calculer son rendement total, il suffit de calculer le produit des rendements de chaque composant. Le rendement d'un turbo-alternateur est assez élevé. C'est pourquoi il est très utilisé dans l'industrie. Et voilà, je crois que c'est la fin de ce voyage dans l'histoire de l'électricité. Nous sommes partis du début du XVIIIe siècle, avec Hauksbee, qui découvrait tout juste un générateur électrostatique, sans se douter qu'il allait révolutionner le monde au point où on le connaît aujourd'hui. Merci d'avoir écouté, et à bientôt.